Et bienvenue dans l'émission Tout est politique avec Sylvie Ferrer. Ce soir, nous allons reparler de l'actualité politique, effectivement, et du gouvernement Barnier, de la réélection et de plein d'autres choses. Je change le fond, j'accueille tout de suite, sans plus attendre, Sylvie Ferrer. Salut Sylvie! Bonsoir. Est-ce que tu es bien Bonsoir installée? tout le monde. Ouais, je pense qu'on m'entend, il n'y a pas de souci. Oui, on t'entend très très bien. Je suis heureux de te réaccueillir du coup parmi nous. Alors, je vais te mettre mon statut juste un instant. Alors, Sylvie Ferrer, députée LFI des Hautes-Pyrénées. Voilà, comme ça, c'est bon. On commence à s'installer. Bienvenue à toutes et à tous dans le chat, à celles et ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, je vais retirer le bandeau puisque maintenant tu es là. Comment ça s'est passé ta journée, Sylvie? Dis-nous tout un petit peu. Aujourd'hui, en fait, c'était une journée de la ruralité, puisque j'étais à une assemblée générale de gestionnaires d'estive. Donc là, plutôt côté montagne, puisque moi, j'ai une circonscription, en fait, avec une partie montagne, une partie qui est plutôt du Piémont, et ensuite la plaine, qui est plutôt la campagne, quoi. Voilà. Donc c'est trois territoires en fait avec des problèmes différents, on dira, mais aussi ça se recoupe notamment en termes de services publics, de transport, de problèmes de transport, de transport public, quoi, tout simplement, qu'on ne connaît pas forcément quand on se retrouve à Paris. Hein, je me rends compte qu'à Paris, si je rate le métro, 2 minutes après, il y en a un qui arrive. Alors que les bus, il y a certains endroits, c'est le seul qui va passer dans la matinée. Et en fait, j'ai connu ça avec ma fille, hein, quand elle était petite. C'était l'obsession, c'était surtout qu'il fallait pas rater le bus, quoi. Donc, exactement. En matin, ruralité, pour les gamins, c'est compliqué. dépendant. C'est courir après le bus. Voilà, vraiment en ruralité, la problématique, elle est très prégnante des mobilités et du déplacement, du coût aussi que ça engendre, parce qu'en fait, on voit que les gilets jaunes, eh ben, ça a été un mouvement qui a démarré en fait dans les campagnes plutôt, hein, les ronds-points de nos campagnes. Parce que ben, le plein d'essence, c'est quelque chose de concret. Quand on va à la pompe, on paye tout de suite, ça se voit, quoi. Et, effectivement, oui, la France des ruralités. donc, ça a un impact sur des salaires parfois déjà très justes, quoi. Sylvie, tu es une habituée, effectivement, Maintenant, tu es une habituée puisque tu es déjà venue il y a quelques mois de ça sur la chaîne. Ça nous fait plaisir de te réinviter. Eh ben, moi, je suis très contente de te retrouver, puis de retrouver les internautes. Effectivement, et puis on a invité aussi les groupes d'action des Hautes-Pyrénées qui sont très très nombreux, de Tarbes, de Pau, je les salue. Lourdes et pas que, en tout cas. Ils sont déjà assez présents. On va revenir un petit peu sur certaines choses de ta réélection, puisque du coup, effectivement, une dissolution est passée entre-temps et tu vas peut-être un peu nous redonner des éléments de ta réélection. J'ai envie d'un petit peu de repartir sur ces bases-là. On va repartir aussi sur le nouveau gouvernement Barnier. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Où est-ce qu'on en est de ce déni de démocratie? Puis on va arriver petit à petit, effectivement, sur les services publics, la grosse question des services publics, la fermeture de l'abattoir et le budget rejeté, dans quelles conditions? On va peut-être y aller mollo et puis toutes les questions du chat qui arriveront petit à petit au fil de notre discussion. Oui. Je te laisse un petit peu répondre. La dissolution, ça a été quand même un choc, hein, puisque le soir même des résultats des européennes, on se retrouve avec une remise à zéro au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a effacé d'ailleurs le résultat des élections européennes. Hein. Ça n'a pas fait le débat très longtemps, en fait. Du coup, l'Assemblée, la campagne, elle a été très courte, c'était 21 jours. Donc, il a fallu repartir, réagir très vite. Bon, en fait, nous, on est plutôt habitués à être en campagne continuellement, à être au contact avec les gens, et on a voilà un socle aussi de militants actifs. Et donc, ça a été, on a réagi tout de suite.
pour dire. Alors, on a attendu quand même le résultat du NFP, notamment l'attribution des circonscriptions, puisque bon, il n'y avait pas trop de mystère sur les députés déjà en place, qui étaient la plupart du temps qui ont été maintenus sur leur circo. Mais il fallait attendre que l'attribution des circonscriptions. Et puis là, on est reparti tout de suite en campagne avec notamment une extrême droite et un Rassemblement national qui partaient avec une grosse dynamique pour ces élections. Et là, on s'est dit, Effectivement, ils ont bénéficié des élections européennes. ça va être tendu, quoi. Ça va être tendu. Et en effet, ça a été le cas. Hein. Et c'est là qu'on voit quand même que le contexte national compte énormément sur ce type d'élection, en fait. Nous, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille chercher les voix. Alors, je me souviens de certains commerçants sur le marché de Tarbes qui disaient, mais bon, vous utilisez, alors vous faites l'écologie, mais vous arrêtez pas d'utiliser du papier et bazarder du papier avec vos tracts. Et je lui dis, alors je lui ai répondu, mais comment voulez-vous qu'on fasse campagne, nous, si on fait pas avec des papiers et des tracts? On n'a pas de pluralisme dans les médias. Voilà, on sait, aujourd'hui, les médias, ils sont dans les mains, les grands médias sont dans les mains des milliardaires. On n'est pas soutenu. Voilà, donc, si on ne va pas, nous, sur le terrain, à gauche, et notamment à la France Insoumise, faire campagne avec du papier et des affiches, ça va être compliqué, quoi. Des réseaux sociaux, ça suffit pas. On n'atteint pas toutes les personnes. Et même, quoi, voilà. Donc, bon, tu as pu faire pendant cette pas toujours. Très brève campagne, une conférence de presse, tu as pu faire des salles avec des réunions publiques? Alors, on s'est dit, sur cette campagne, elle était très courte, on s'est dit qu'il fallait faire un maximum de terrain. Parce que c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a un contexte national avec un Rassemblement national qui partait en fait avec le vent en poupe, quoi, vu le résultat qu'ils ont eu aux élections européennes, on s'est dit il faut aller sur le terrain, discuter avec les gens, leur démontrer que c'est une escroquerie, hein, qu'ils sont là, et ça se voit d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure au niveau exactement, on va en parler sur le national, voilà, qu'ils font l'assurance vie de la Macronie. Notamment sur certains votes. Et bon, on savait qu'on allait aller chercher toutes les voies possibles, quoi. Mais malgré tout, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suffi, puisque au premier tour, la candidate du Rassemblement national est arrivée avec 3000 voix d'avance, alors que personne quasiment ne l'avait jamais vue. Qu'elle a fait une campagne, en fait, de daube, je veux dire les mots qu'il faut, quoi. Voilà. Et il y a eu pas mal de candidats comme ça au Rassemblement national, donc d'où au second tour quand même la fameuse carte de la honte, avec la candidate de ma circonscription qui faisait partie quand même du podium, avec ses déclarations notamment sur les civilisations qui ne se valent pas, et il y en a qui sont elle vient de oui, chez toi, c'était elle. Oui, c'est elle. C'est elle qui avait déclaré que toutes les civilisations ne se valaient pas, que certaines étaient bien en dessous de la bestialité. Voilà, bon, c'était assez terrible. Et notamment en parlant, bien sûr, plutôt des pays arabes, bien évidemment, quoi. Hein. Oui. Bon, racisme. C'était pas sous-entendu, hein, c'était évident. Voilà. Ouais. Il a fallu rattraper ses voix au second tour. Hein. Donc, le Front populaire a quand même fonctionné, notamment sur mon canton. Sur mon canton, ça a bien fonctionné parce que je suis arrivée à peu près au score d'Emmanuel Macron au second tour d'élection, 66%. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Par contre, au niveau du département, voilà, j'ai fait 53%, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement du chiffre, mais le Front populaire a eu du mal à fonctionner, notamment du côté de la Macronie, du côté de la droite, à cause, entre autres, du matraquage qu'on a pu avoir au niveau de la France insoumise pendant toute la campagne, avec des accusations d'antisémitisme à tir larigot. Voilà, donc tout ça a joué.
ce qui fait que certains ont préféré ne pas aller voter quand il y avait un affrontement avec donc France Insoumise, Rassemblement National, puisqu'on nous avait mis dos à dos pendant toute la campagne. Certains se sont dit, pas la peine d'aller voter. C'est en gros, ils leur ont mis dans la tête que c'était les mêmes, quoi. Et donc ça, on l'a subi, quoi. On l'a subi et on a eu beau montrer, notamment de par nos votes, que ça n'avait rien à voir et que c'est même le contraire, c'est-à-dire qu'on les combat depuis des années, qu'on combat le racisme et l'extrême droite depuis des années, ça a du mal à fonctionner, quoi. On a eu une vraie touche, enfin, on a eu de l'espoir, et je pense qu'on a toujours de l'espoir de par la création du nouveau Front populaire en 3 jours, et surtout l'arrivée, on va dire, des 192 députés apparentés de gauche, dans toute leur diversité, ce qui fait peut-être une énorme différence dans ce nouveau gouvernement Barnier, sur lequel tu observes du coup une Macronie complètement liquéfiée, puisque maintenant ils ont quoi? Ils ont 90 députés, ils ne sont plus l'ancienne force de 300 auparavant. Oui. Comment tu observes ce nouveau gouvernement Barnier, alias déni de démocratie, actuellement dans Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Hein. Et je me souviens très bien de Darmanin qui avait déclaré quand même que si le Rassemblement national arrivait en tête, il faudrait qu'il gouverne. Par contre, quand il a été question de la gauche arrive au pouvoir, alors là, plus personne n'avait gagné, quoi. En gros, c'était ça, le discours. Plus personne n'a gagné. Non, le NFP, hors de question. Et malgré le travail qui a été fait pour nommer une candidate d'une NFP à la tête donc, du gouvernement, donc Lucie Castet, c'est elle qui est arrivée en fait à faire consensus au bout d'un moment. Il n'y a rien à faire. De toute façon, Macron n'était pas obligé de nommer, il n'était absolument pas obligé de nommer Lucie Castet, donc il ne l'a pas fait. Et ça, c'est vrai que ça pouvait être, c'était prévisible, quoi. Il l'a pas fait, donc il a mis à la tête du gouvernement en fait le plus petit parti, le plus petit résultat à l'élection législative, c'est-à-dire le parti qui est arrivé en 4e position, les LR. Voilà. Donc, et c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui, c'est une aberration, quoi. C'est eux qui gouvernent en fait avec une espèce de coalition. Un programme qu'ils ont traduit dans un budget, alors que, démocratiquement parlant, ils auraient dû déjà faire cette coalition avant les législatives et présenter un programme et être élus sur un programme. Et ensuite, voilà, c'est ça la démocratie, se présenter devant le peuple. Et c'est l'honnêteté démocratique, mais ils l'ont pas. Ils ont fait de la coalition après, avec en plus des perdants, quoi. Voilà. Donc ça nous a mis quand même particulièrement en colère, quoi. Il y a un commentaire dans le chat de Chéra Denis, d'ailleurs, bonsoir à toutes et à tous, à toutes celles et ceux qui viennent de se connecter. Peut-être qu'on va en parler juste après ma question. Les gens en ruralité, peut-être plus qu'ailleurs, craignent un déclassement et le programme avec l'augmentation du SMIC y contribuait. Comment on répond à ça? Beaucoup de travail à leur compte. Moi, juste avant que tu répondes à ce commentaire, le budget a été rejeté, du coup, 192 pour, 362 contre. Vous avez travaillé pendant ces 3 dernières semaines sur l'élaboration d'amendements. Comment ça s'est passé, en fait? Ça a été 15 jours denses, quoi, notamment en commission. Alors moi, je suis pas dans les commissions. Moi, je suis dans la commission permanente de développement durable et aménagement du territoire, où on a étudié une partie donc la partie qui concerne la cohésion des territoires, budget. Il y a certains, donc la commission des finances a été particulièrement donc sollicitée. Hein, c'est elle qui a travaillé le plus. La commission des lois, commission des affaires sociales. Alors, les affaires sociales, c'est plus le budget de la sécurité sociale, parce qu'il y a 2 budgets, en fait. Et ces budgets, ils sont travaillés chaque fois en commençant par les recettes. Parce que pour programmer des dépenses, il faut d'abord travailler sur ce qui va rentrer, sur les recettes. Et donc, c'est là-dessus qu'on est arrivé à faire voter pas mal d'amendements, c'est-à-dire à les récupérer en lien, notamment en cohérence avec notre programme donc du nouveau Front populaire, à récupérer ces fameux 60 milliards que le gouvernement avait prévu de liquider plutôt dans les dépenses.
c'est-à-dire moins 60 milliards de dépenses. Et nous, on les a récupérés par des amendements dans les recettes. Et toujours en récupérant, bien sûr, soit sur les multinationales, les plus grosses entreprises, soit sur les plus riches de ce pays, quoi, des milliardaires qui se gavent, quoi. Enfin, je veux dire, Macron, ça fait 7 ans qu'il n'arrête pas de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, hein, et ça se voit. Et ça se voit, quoi, notamment dans l'économie, tout simplement, parce que cet argent, il ne va pas dans les services publics, il ne va pas dans les bas salaires, hein, il ne va pas dans l'économie réelle, tout simplement. Et aujourd'hui, on est en phase quasiment de récession, quoi, hein. Ce qui est bizarre, c'est que vous avez reçu, enfin le NFP a reçu le soutien des centristes dans les commissions pour voter les amendements du NFP, mais ils ont voté contre le budget. Est-ce qu'ils jouent sur deux plans ou comment ça se passe? Le Rassemblement national a beaucoup fait ça aussi, c'est-à-dire qu'en commission, il y a certains amendements qu'ils ont votés. Et sur le budget global, en fait, alors il faut voir qu'en fait, le budget initial du gouvernement, il a été particulièrement modifié, quoi, pendant toutes les discussions là de 15 jours, 3 semaines, il a été chamboulé. Et donc le texte qui est arrivé en séance n'était plus du tout le même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voté pour, nous. On a voté pour ce texte. Ça peut paraître pour certains pas facile, je pense à. C'est nouveau, ouais, je veux dire, ils ont voté le texte du gouvernement, mais non, pas du tout. On a voté le texte modifié, amendé, et qui était pas du tout le même. Et d'ailleurs, eux ont déjà fait ce genre de coup, hein, c'est-à-dire transformer complètement des propositions de loi de la France Insoumise ou du nouveau Front populaire pour faire en sorte que, à la fin, le texte soit plus du tout le même que celui qui était proposé par le député ou la députée. On a vu ça, par exemple, avec certains textes, notamment sur les aides à domicile. Voilà. Et donc, ce texte, on a voté pour parce que il y avait ces fameux presque 60 milliards de recettes prises sur les plus riches. Et donc, c'est pour ça que le MoDem a voté contre, le RN a voté contre, le Bloc central et le Rassemblement national ont voté contre, et il n'y a que le NFP qui a voté pour. Oui, il y a une certaine novlangue autour du déluge de taxes, mais en fait, vous avez juste gagné des sous là où il fallait, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire oui, voilà, en fait, il y a ces fausses informations qui font peur aux gens en leur disant on va vous prendre votre résidence secondaire ou je ne sais quoi, ou vos économies, le NFP va aller piocher dans vos économies. Non, pas du tout. Parce que déjà, ne serait-ce que sur la fiscalité, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, les 14 tranches qu'on a prévues, les personnes, donc les particuliers qui touchent moins de 4 000 euros, ne seraient pas impactés. C'est les revenus au-dessus de 4 000 euros. Donc, il n'y a pas grand monde quand même qui touche. Par contre, au-dessus, après, c'est exponentiel, quoi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les 1% les plus riches, eux, on prend beaucoup, quoi. Voilà. Parce qu'on pense tout. En fait, c'est une façon de voir l'économie différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit très bien que si on veut faire repartir la consommation populaire, il faut que les gens ils aient le pouvoir d'achat. Et on met comme ça en place des cercles vicieux, des cercles vertueux, je veux dire. Aujourd'hui, c'est un cercle vicieux qui est en route. Et là, pour répondre à la question qui a été posée par rapport au SMIC, je comprends que bien sûr, on tient compte de cette dimension-là, du fait que déjà le SMIC, on sait qu'il est bas, hein. Le seuil de pauvreté, c'est 1 100 euros. Le SMIC, c'est plus de 1 300 euros aujourd'hui. Net, eh bien, c'est juste un peu plus de 200 euros que le seuil de pauvreté. C'est quand même assez bas. Et donc, d'où notre proposition de mettre le SMIC à 1 600 euros, de relever le SMIC à 1 600 euros net. Mais ça veut dire que, quelque part, que ce soit pour les artisans ou pour les petites entreprises, les TPE, PME, il était question d'organiser des caisses de péréquation pour soutenir pas forcément avec un internat, mais au moins pendant les 2 premières années, de manière à ce que
ce que j'ai nommé les cercles vertueux se mettent en route, c'est-à-dire que l'économie réelle, la consommation populaire se remettent en route, on puisse soutenir par le biais de ces caisses de péréquation qui seraient alimentées par justement ceux qui se gavent depuis des années, notamment les multinationales, qui ne payent pas à la hauteur en termes d'impôts sur les sociétés ce qu'elles devraient payer, parce qu'ils arrivent à optimiser, à faire de l'évasion fiscale, etc., à récupérer cet argent, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait aussi par nos amendements qui ont été votés. S'ils sont passés, c'est qu'ils ont été votés. Donc, c'est qu'il y a quand même une majorité, une petite majorité quand même de gens qui sont d'accord avec, quoi. Ça se discute et ça échange, c'est hyper intéressant. Un autre commentaire qui pourrait t'intéresser, peut-être que tu pourrais nous répondre depuis ton point de vue de l'Assemblée nationale. Le groupe Lyotte a voté contre le budget alors qu'ils étaient favorables à de nouvelles recettes sur les plus fortunés / multinationales. Sont-ils soumis au lobby ou à l'oligarchie? Pour interrogation. Comment tu observes? Il faudrait leur poser la question à eux. Il faudrait leur poser la question. Moi, à un moment donné, je veux dire, nous, on a été clair avec ça. On a été présent quand même pendant cette discussion de budget. On a été très présent. Moi, j'ai fait des soirées là, de séances jusqu'à minuit, 1h du matin, pendant presque 15 jours. Alors, pas tous les soirs, tous les 15 jours, mais pas loin. J'ai fini, je suis arrivée le week-end, j'ai dormi pendant 2 jours, quoi. Parce que le dernier jour, ça finit à 3h du matin. 3h du matin, prendre le train à 6h, j'étais cuite, quoi. On a été là. Et d'ailleurs, on a démontré que la Macronie, c'est-à-dire le bloc macroniste, eux, par contre, ils sont pas venus, quoi. Ils sont pas venus pendant les débats à l'Assemblée nationale et c'est le Rassemblement national qui a servi de marchepied pour éviter que nos amendements passent. Et que ce soit sur l'impôt sur la fortune ou sur d'autres impôts sur les plus riches, ils n'ont pas voté pour, quoi. Donc Lyotte, il faut qu'il soit clair. Nous, on a été clair. On a un programme. Moi, j'ai été élue sur un programme de législature. Je crois qu'on a été les seuls à être élus en fait sur un programme clair et net. Voilà, et donc ça, c'est notre feuille de route. Et des amendements qu'on a proposés, ils sont en lien avec cette feuille de route. Alors si les autres, ils se permettent de voter un truc en commission, puis après en séance, ils votent le contraire, c'est que leur colonne vertébrale politique, elle est pas très droite, quoi. Et donc c'est à eux de faire une radio et de consulter, quoi. On arrive sur la fin de ce sujet. Le PLF sera transmis au Sénat, voté dans sa version initiale. Peut-être que tu peux en dire juste un mot, c'est ce qui veut dire donc la version initiale, complété par les amendements du gouvernement. Donc, oui. Qu'est-ce qui va se passer dans ces prochains jours, la prochaine semaine? Alors, il y a 2 budgets. Il y a le budget de l'État, qui est de l'ordre de 575 milliards. Il faut mettre aussi les chiffres. Et il y a le budget de la sécurité sociale qui, lui, est supérieur. Il est à 600 et quelques milliards. 620, je crois. Voilà, le budget de la sécurité sociale, c'est aussi une discussion très importante parce que c'est là que se discutent notamment les recettes et les dépenses, bien évidemment, mais aussi tout autour de nos hôpitaux, puisqu'il était question de discuter des services publics hospitaliers et du système de soins, tout simplement. On va y venir, oui. C'est là que ça se discute. Donc, le PLFSS, lui, il est en commission, il part en commission au Sénat. À partir du 13 novembre, donc là, il y est. En fait, ça commence à discuter. Il sera en public du 18 novembre au 23 novembre. Donc, au Sénat, hein. Et il y aura un vote solennel au Sénat le 26 novembre. Voilà. Donc, après, il y a une commission, ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui va se mettre en place. La commission mixte paritaire, c'est 7 députés et 7 sénateurs qui se réunissent. Et voilà, donc là, ils regardent les points d'accord, les points de désaccord. Et ça va revenir en séance normalement, donc ça, c'est pour le budget de la sécurité sociale, le 2 décembre.
Et là, en fait, 49.3 peut-être, c'est fort possible. 49.3, et là, bah, nous, on va déposer une motion de censure, ça c'est évident. Et là, on verra bien qui vote pour et qui vote contre. Là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des groupes en début de législature, les groupes se situent aussi, se désignent comme étant soit dans la majorité, qui est Ouais, dans la majorité ou l'opposition. Ouais. soit dans l'opposition. Et dans l'opposition, c'est les groupes majoritaires. Donc, normalement, aujourd'hui, une motion de censure, elle devrait passer, quoi. Si, notamment le Rassemblement national joue son rôle d'opposition comme il s'est présenté. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'en votant pour le budget de la Macronie et des LR, ils ne vont pas dans le sens d'améliorer la vie des gens, hein, ça c'est clair. Voilà, donc après, pour ce qui est de l'État, eh bien, en fait, voilà, c'est pareil, il est reparti à zéro, il repart au Sénat, et pareil, même Moulinette, hein, ça va passer en commission. Alors bon, il faut voir que le Sénat, il est quand même très à droite, majoritairement à droite, donc il va plutôt être aggravé. Et d'ailleurs, là, j'ai noté qu'il y a des sénateurs déjà qui proposent pour augmenter les recettes de travailler 7 jours de plus gratuitement. Ça ferait 1,5 milliard d'économies. Pour la sécurité sociale, ça serait pour financer ils avaient proposé de supprimer les jours fériés. Voilà, un jour férié, 7 jours, oui, 7 heures de plus, ça peut être un jour férié. Ben, c'est déjà le cas avec la journée de Pentecôte, hein, ça avait été déjà le cas. On voit bien que ça n'a pas suffi, mais il n'y aura pas de limite, hein, parce que là, ça sera un autre jour de férié, mais comme il prévoit quand même d'économiser encore 10 milliards pour le budget de 2026, 10 milliards de plus, c'est déjà planifié tout ça, et ben, il faudra qu'ils prennent de nouveau un jour de plus. Ça, il n'y aura pas de limite. Et c'est toujours dans les poches, voilà, des classes moyennes, des plus précaires, qu'on montre du doigt. Je le vois par exemple avec l'assurance chômage. Mais par contre, les milliardaires, en fait, dans ce pays, sous le mandat de Macron, ils n'ont jamais été aussi riches, quoi. Ça, ils ont quasiment doublé leur fortune. Et bon, au bout d'un moment, on se dit, c'est quand même, ça devient indécent, quoi, parce que qu'est-ce qu'ils en font de tous ces milliards, quoi. C'est hallucinant, quoi. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à. Je trouve que c'est particulièrement injuste parce que aujourd'hui, on a un pays quand même qui est la 7e puissance économique mondiale. On crée des richesses. Alors, il y a moins de croissance qu'à une époque, mais il y en a toujours quand même un peu. Donc, ça veut dire que les richesses sont créées. Et les salariés, ils n'envoient pas la couleur. Ils n'envoient pas la couleur. Hein. Ça, chaque fois, on leur dit ah ben non, vous coûtez toujours trop cher, quoi. Donc, il ne va pas, quoi. On va pouvoir justement parler des salariés, mais juste avant, je voulais te poser la question. Dans l'actualité, dans la très riche actualité, il y a eu la rencontre des présidents des départements et de Barnier. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas du tout? Ben oui, parce que en fait, dans les discussions, d'ailleurs, c'est arrivé dans les dernières soirées de discussion, c'est-à-dire le budget des collectivités territoriales. On voit aujourd'hui que le coût de rabot, ben, c'est autour de 10 milliards. Le coût de rabot pour les collectivités territoriales, c'est 10 milliards. Moi, je suis dans la commission donc, développement durable où ben, on a appris dans l'enveloppe que ça serait 1,5 milliard de moins pour le budget fonds vert, ils appellent. Donc, c'est le budget qui sert à financer les projets en lien avec la transition écologique. Donc aujourd'hui, on parle d'adaptation au dérèglement climatique, où on voit que c'est un enjeu qui nous prend à la gorge avec ce qui se passe à Valence et dans nos vallées aussi, hein, puisqu'on a eu des inondations récemment. Ces budgets liés à la transition écologique et à l'adaptation au changement climatique, il faut non seulement les sanctuariser, mais en plus, il faudrait les augmenter considérablement, puisque le rapport Pisani, là, il préconisait 34... je crois que c'est autour de 30 milliards minimum, quoi, pour en fait faire face à l'adaptation, non seulement à l'adaptation, mais aussi à la lutte, bien sûr, contre le dérèglement climatique. Et parce que, tout simplement, ça a été chiffré en lien avec le coût aussi de ne rien faire. Parce qu'aujourd'hui, on sait que de ne rien faire, ça va nous coûter plus cher que d'investir.
Donc cet investissement, il est indispensable. Alors faire une coupe déjà de 60% du fonds vert, C'est de la folie, ouais, complètement. voilà, Pour c'est les générations. irresponsable. C'est irresponsable. Hmm. Dans l'actualité un peu plus locale, puisqu'on continue dans l'émission, ton assistante, ton assistante parlementaire m'avait évoqué la fermeture de l'abattoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça fait partie de tes activités de parlementaire, effectivement, d'être sur le terrain et de se battre pour l'emploi en général, mais peut-être tu peux nous en dire plus. Quelles sont les conditions? Comment ça se passe? Pourquoi? Comment? Oui, alors pour le situer un peu au niveau national, Hmm. c'est plus de 100 abattoirs, je crois que c'est 140 abattoirs de proximité qui ont fermé comme ça ces dernières années, parce qu'aujourd'hui, ces établissements ne sont plus dans le cadre d'un service public, on pourrait l'entendre, c'est-à-dire pris en charge par l'État. C'est les collectivités territoriales qui ont repris le flambeau parce que ces établissements ont été classés comme des établissements commerciaux et industriels, quoi. Voilà. Donc les collectivités territoriales, comme là ici sur la communauté de communes du Haut-Adour, ça a été financé par l'ensemble des communes. Mais en fait, on voit que c'est des établissements qui sont difficiles à rendre rentables, tout simplement, parce que Mhm. les ovins, notamment, puisque à Bagnères, c'est la seule chaîne ovine du département, euh, Mhm. c'est difficile de rendre rentable et mettre la gouvernance que sur une seule communauté de communes, alors que tout le département finalement est concerné, puisque comme je le dis, c'est la seule chaîne ovine du département, c'était trop lourd, c'est trop lourd, quoi. Et en fait, les finances se sont dégradées. Il y a eu en plus des problèmes de gouvernance à l'intérieur déjà de l'établissement. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu un comité de suivi de l'abattoir qui avait été mis en place déjà autour de 2012-2013. Et je regrette qu'au niveau des élus locaux, il n'y ait pas eu, justement, à un moment donné, plutôt que de voir augmenter ce déficit, se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redresser la barre et travailler ensemble avec les éleveurs, les autres communautés de communes, les autres EPCI, avant d'en arriver à un déficit de 700 000 euros, quoi. Voilà, donc ça, c'est donc la barre, elle était difficile à redresser. Malgré tout, il y a eu une volonté quand même politique autour du préfet de mettre en place des réunions de travail avec le comité de soutien qui rassemble des éleveurs, bouchers, acteurs locaux, élus, etc. Enfin voilà, moi j'ai participé à ces réunions pour voir un petit peu ce qui pourrait être fait pour récupérer cet outil, quoi, qui est à la fois un outil, à lui tout seul, je dirais, parce qu'il y a eu des investissements de fait dans cet abattoir, mais ça draine tout autour une filière économique. Je pense au Bah oui, pastoralisme j'imagine qu'il y a un locaux. certain nombre d'emplois et que ces emplois génèrent de l'emploi autour Bien d'eux. sûr, il y a la restauration, il y a les bouchers, il y a les éleveurs locaux qui ont pas du tout envie de faire 100 km, non seulement parce que ça leur coûte, et en plus, en termes de bien-être animal, c'est quand même Mm. mieux, notamment en plein été, de faire en sorte de transporter le moins possible les animaux. Mm. Donc, il y a un enjeu vraiment. Enfin, moi, c'est ce qui m'a motivé aussi à travailler là-dessus, sur ce sujet. Et donc, là, il y a quelque chose qui se remet quand même en place pour une association de préfiguration d'une SCIC. Donc, c'est un régime juridique qui permettrait justement de faire rentrer dans la gouvernance d'autres EPCI, c'est-à-dire d'autres communautés de communes, mais ça se travaille. Donc on a eu un spécialiste là qui est venu, Monsieur Alverne, qui est venu nous présenter un petit peu le travail qu'il a fait avec sur d'autres abattoirs, justement, avec cette forme juridique, qui demande à réfléchir à un autre cadre très différent.
Et, et voilà, donc c'est en cours et j'espère que ça va aboutir. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi Ça une concerne combien d'emplois? Ben, là, les emplois, en fait, il y a des personnes qui ont été en fait licenciées. Donc là, il y a une dizaine d'emplois maximum. Mais Ouais. les licenciements ont perturbé en fait le fonctionnement de la chaîne. Hein. Et donc aujourd'hui, l'abattoir est fermé. Voilà. Donc aujourd'hui, il est fermé. Ah, déjà. Wow. Aujourd'hui, il est fermé. Mais bon, voilà, on ne part pas sur défaitiste et il peut tout à fait repartir, sachant que les clients qui étaient habitués à cet abattoir en étaient plutôt contents, quoi. Mais Mhm. le fait de le fermer, c'est sûr que certains peuvent partir ailleurs. Voilà. Mais il y a quand même une volonté de dire, ben, voilà, on ne laisse pas tomber. Et alors, la Chambre d'agriculture s'est aussi préoccupée quand même du sujet. Il y a un travail qui est fait aussi avec les autres abattoirs, parce qu'il y a un abattoir à Tarbes quand même, de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence faite entre les établissements. Donc, ça va être compliqué, mais c'est pas totalement Ça va perdu. être très difficile. Ouais. Mm. Il y a une question du chat de la part de Didier qui disait: à quand la clause miroir entre territoire et des taxes pour non-respect des normes européennes? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Alors, c'est vrai que ces clauses miroirs, il en est question notamment dans les traités de libre-échange, mais on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, c'est même pas des clauses miroirs qu'il faut, c'est carrément ne pas les mettre ne pas mettre en application ces traités, quoi. Donc, par exemple, le dernier là qui tombe au niveau de l'Europe, c'est le Mercosur, donc le traité Union européenne-Mercosur. Donc, le Mercosur, c'est l'Amérique du Sud avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie. Donc, on sait qu'aujourd'hui, Brésil, Argentine, ce sont des territoires immenses, quoi. Et Hmm. avec un élevage qui respectent pas du tout les normes environnementales qui sont imposées aujourd'hui aux agriculteurs européens, parce que là, il s'agit de traiter en fait de libre-échange avec les pays européens. Donc la France serait concernée, mais aussi l'Allemagne, la Pologne, enfin, tous les pays de l'Europe, quoi. Et ça viendrait impacter toute l'agriculture européenne. Et donc ces animaux, ils sont traités avec des hormones de croissance, ils mangent des OGM, enfin voilà, on n'est plus du tout à égalité. Alors, moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait Effectivement, ouais. déjà un échange entre pays européens. Ça s'est déjà fait. Ça fonctionnait comme ça d'ailleurs. Un échange commercial entre pays européens parce qu'il y a des produits qu'on n'a pas et vice versa. Mais en harmonisant aussi en Europe les normes sociales et les normes environnementales. Ça serait déjà la première chose à faire en Europe. Harmoniser et arrêter de mettre en concurrence des pays ou des salariés en Europe, quoi. Voilà, donc et en harmonisant par le haut, bien évidemment, pas par le bas, parce que c'est malheureusement ce qui a plutôt tendance à être fait. Et c'est ce qu'on porte dans notre programme, hein, voilà, au niveau européen. Donc les clauses miroirs, peut-être, voilà, c'est des termes. Moi, je vois plutôt une harmonisation à travailler au niveau européen, quoi. Et alors arrêter ces traités de libre-échange. Nouvelle-Zélande, enfin en Nouvelle-Zélande, on sait très bien que les moutons, chez eux, c'est la laine qui compte en premier. Le mouton, c'est presque la viande, c'est presque un déchet, quoi, entre guillemets. Et donc, Ouais, secondaire. on importe ça à des prix défiant toute concurrence. Et les éleveurs locaux, ils peuvent pas rivaliser, quoi. Donc, voilà, à un moment donné, il faut être clair. Est-ce qu'on veut garder du pastoralisme en France ou pas, quoi. Voilà. Moi, je suis pour qu'on garde du pastoralisme. Parce que, notamment en termes de bilan carbone, c'est de la viande qui a un très bon bilan C'est carbone. catastrophique, ouais, effectivement. On ne va pas chercher l'alimentation dans l'autre bout de la planète pour donner aux animaux. Au contraire, on amène les animaux, il y a la transhumance, on les amène sur les estives, sa architecture en plus depuis des centaines d'années, le paysage. Et ça fait partie aussi de la biodiversité. Il y a des animaux sauvages, je pense au grand tétrao, qui a besoin de milieux ouverts pour vivre, pour survivre. Donc,
ça fait partie de l'écosystème, en fait, de montagnard. Voilà. Dans la suite et dans la continuité aussi de la bataille contre l'hôpital, alors c'est pas contre l'hôpital, puisqu'il y en a déjà un sur le territoire sur lequel tu es, où est-ce Oui. qu'on en est? Parce que tu nous avais donné un premier lancement d'un collectif, effectivement, qui était très investi contre ce nouvel hôpital, alors qu'il faudrait réinvestir l'ancien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en ce 15 novembre? Alors, on en est, en fait, il y a eu la Commission nationale du débat public qui s'est mise en place juste après la dissolution, mais je ne sais plus exactement la date, oui. Mais c'est à peu près il y a quelques mois. Et donc, cette Commission nationale du débat public a mis en place voilà, des réunions publiques où les gens ont pu s'exprimer sur le sujet. Il était possible aussi d'apporter des contributions écrites, puisqu'il y a un site qui était dédié à cette concertation. Bon, donc aujourd'hui, là, le dossier, le rapport a été fait. Moi, j'ai apporté ma contribution à la Commission nationale. J'ai pas pu trop participer au débat parce que c'était en semaine et que j'étais à l'Assemblée, mais j'ai apporté une contribution écrite. De quoi il s'agit? En fait, on a aujourd'hui 2 hôpitaux donc publics à Tarbes et à Lourdes. Et le projet consiste à remplacer ces 2 hôpitaux publics par un seul hôpital qui serait situé à Lannes, donc c'est une commune qui se situe entre Tarbes et Lourdes. Voilà, donc faire 2 friches quelque part industrielles, abattre ces hôpitaux et en construire un nouveau. Donc on a un bloc hôpital nouveau. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans quel état se trouvent déjà nos hôpitaux publics partout au niveau national, que ce soit les urgences, que ce soit certains services Oui, internes. pas que chez toi dans les Pyrénées, mais ailleurs aussi. Oui. Tout simplement. Le fonctionnement, les budgets l'ONDAM, les budgets pour faire fonctionner nos hôpitaux ne sont pas à la hauteur des besoins, quoi. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a du mal à recruter des personnels parce qu'ils ne sont pas suffisamment considérés en termes de salaire. Hein. On est placé dans les pays de l'OCDE, on fait partie de l'OCDE, on fait partie des pays qui rémunèrent au niveau les plus bas nos infirmières et de la même manière nos enseignants aussi. Et donc, ça impacte dans le fonctionnement parce qu'on ne trouve pas de médecins, on ne trouve pas d'infirmières. Donc, on vient nous démolir là, deux hôpitaux, nous en mettre un sans nous garantir finalement que le personnel y sera déjà. Donc, ça, c'est. Alors, bon, ils mettent en avant l'attractivité par la modernisation, mais ça, c'est des beaux discours. Après, on a besoin de moyens humains et financiers, quoi. Mais ne sont toujours quand même pas financés les réseaux. Les réseaux, c'est-à-dire tout ce qui est réseau d'assainissement, réseau d'eau, électricité, transport, parce que quand vous avez des hôpitaux qui sont en centre de ville et que vous en mettez un à l'extérieur, ça veut dire qu'il faut des bus, pistes cyclables, où les gens devront prendre leur voiture, quoi. Donc, ça veut dire parking, ça veut dire artificialiser aussi énormément de terre. Donc, on a une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle la loi ZAN, où on nous dit qu'il va falloir arriver à 0 artificialisation nette d'ici 2050. Et là, on artificialise. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'artificialisation quand il s'agit de projets d'intérêt général, quoi, notamment pour loger des gens, voilà. Mais là, on a des hôpitaux qui existent déjà. Donc, on a demandé d'ailleurs les devis. Ça a été demandé les devis pour réhabiliter les 2 hôpitaux et voir la différence avec l'hôpital neuf. Ça, on n'arrive pas à l'avoir. On ne donne pas les chiffres des devis pour réhabiliter les hôpitaux déjà existants pour comparer par rapport au coût d'un hôpital neuf qui aujourd'hui par rapport au devis qui a été fait au départ, on va avoir quelque chose de plus important, quoi.
La question du dérèglement climatique nous dit aujourd'hui qu'il faut utiliser l'existant, en fait. Parce qu'en fait, ben voilà, on artificialise moins et ça demande à être vraiment regardé de très près, quoi, le coût de la réhabilitation. Mais ça, Tu sens qu'il y a quand même une grande fébrilité du gouvernement à ne pas donner ces devis. Et il y a aussi la question de Didier qui est aussi intéressante. Il y aura-t-il, comme à l'OMC, un règlement des différends via la décentralisation et la régionalisation sur nos territoires? Oula, c'est des questions très techniques, ça. Ouais, il s'est lancé dans un truc Ah assez oui, oui. technique. Oui, oui. Mais Bon, d'une part, enfin, côté pas de réponse, fébrilité du je vais gouvernement. pas raconter si je sais pas, je préfère dire je sais pas. Mais en tous les cas, concrètement, aujourd'hui, Ouais, on voit que si on fait disparaître l'hôpital de Tarbes sur la ville de sa préfecture quand même, hein, de ouais. Tarbes, l'hôpital public, il y aura plus d'hôpital public dans Tarbes, c'est-à-dire il va rester que le privé. Waouh. Voilà, donc c'est quelque part du pain béni pour les cliniques privées Ouais, qui c'est le but. pourront Ouais. proposer sur Tarbes des offres de soins que le public ne faut. Alors on me dit oui, mais ce ne sont que quelques kilomètres de plus. Oui, mais on éloigne encore les gens on oblige les gens à prendre la voiture, alors que justement, en termes de mobilité, il faut plutôt réfléchir à des déplacements en service public, quoi, en mobilité, en transport public, Transport euh, public, ouais. plutôt que de dire, bah, c'est pas grave, vous devrez prendre la voiture pour quelques kilomètres de plus, quoi. Sachant que, voilà, on a une population aussi qui est vieillissante et que pour se rendre à l'hôpital, c'est parfois très pratique d'avoir des bus régulièrement et en centre-ville, quoi. D'autant que cet hôpital n'est pas si vieux que ça, hein. Voilà. On arrive déjà sûrement et doucement vers la fin de l'émission. Et oui, ça passe déjà vite. À peine on a commencé, à peine on arrive Oui. sur cette fin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta prochaine actualité, tes prochains rendez-vous, que ce soit au Parlement ou que ce soit dans la rue ou aux côtés d'autres manifestations dont tu n'as pas encore partagé? Alors, ce qui il me tenait à cœur, moi, c'était de reprendre des porte-à-porte, hein, ce que j'avais pas trop Ouais, fait en fait à mon premier mandat, enfin à la première moitié de mon premier mandat. Et donc là, je me dis, il faut vraiment aller au contact des gens, euh, mhm, discuter avec eux, se rendre compte un peu bah déjà du fait que sur la Circo, quand les personnes voient à leur domicile la députée, ça fait quand même toujours plaisir. Donc de discuter de le visu. plaisir, Et moi, j'ai complètement, ouais. besoin Ouais. aussi, j'ai besoin de ça, d'aller voir les gens, d'être au contact, discuter de visu. Parce que sinon, finalement, on finit par rentrer dans un discours comment dirais-je, élitiste, qui fait que parfois les gens ne nous comprennent plus quand on aborde certains sujets avec des termes techniques. Et là, le fait bah, de discuter comme ça, de visu sur les problèmes que rencontrent les gens ou tout simplement sur l'actualité politique, eh bien, voilà, c'est de l'authentique, on dira. Et, Exactement, ouais. et puis, voilà, on voit aussi les difficultés en fait que peuvent rencontrer les gens avec des salaires très bas, parce qu'en général, on va plutôt en milieu populaire faire les porte-à-porte, des salaires plutôt bas et des gens qui, en politique, ont tendance à pas faire le lien parfois entre certaines choses et puis on a besoin d'aller parler aussi, vu qu'il y a quand même eu un raz-de-marée du Rassemblement national, on a besoin de remettre les pendules à l'heure aussi par rapport à ça, hein, parce que bon, il y a Marine Le Pen, mais il y a aussi Zemmour, moi qui me fait très peur, Oui. quoi, avec sa théorie du remplacement, et j'ai l'impression que ça imprègne des personnes, hein. Et moi, ça me fait très peur, même par rapport à ce que j'entends dans les médias aujourd'hui, quoi. Ce que j'entends dans les médias, notamment ce qui s'est passé avec
l'affaire des Des hooligans. assistants parlementaires. Non, non, mais même des hooligans là, du Non. match de foot Ah, là, à oui, Amsterdam, oui, voilà. oui, Et le discours médiatique qu'on a pu en faire avec deux poids, deux mesures, enfin, je trouvais ça assez dangereux, quoi. Voilà. Donc, après, au niveau, donc ça c'est au niveau local. Demain, j'ai ce porte-à-porte. Et puis, bon, lundi, il y a les rendez-vous classiques qui reviennent, hein, les assos, syndicats de retraités. Sur le PLF, on a eu aussi un amendement là, d'un député d'Horizon pour dérembourser les cures thermales. Et donc, moi, je suis sur un département où les cures thermales, Oui, il y en a. c'est quand même important. Et ça ne concerne pas que des personnes aisées. Les cures thermales, ben, il y a des anciens, des ouvriers à la retraite qui sont là parce qu'ils ont été cassés par le travail. Moi, je le vois, ils passent à la permanence de temps en temps. C'est toujours très sympa d'avoir des visites d'insoumis de Marseille, par exemple. J'en ai eu il n'y a pas très longtemps. Docker, voilà, un ancien docker qui vient faire la cure parce qu'il a des problèmes articulaires, etc. Bon, voilà, donc ça ne touche pas qu'une élite, hein, c'est aussi des ouvriers. Et si jamais on dérembourse les cures thermales, ben, les plus aisés, eux, ils continueront quand même de faire les cures parce qu'ils auront les moyens de se les payer, mais les plus modestes ne viendront plus. Et ça a un impact économique, mais ça a un impact aussi tout simplement sur la santé des gens, quoi, qui sont obligés, à la limite, ben, de compenser par des médicaments. Et voilà. Donc aujourd'hui, ça permet à certaines personnes de se passer de médicaments. Voilà. Voilà. Ben, Donc, des rencontres au marché, des rencontres au porte-à-porte, les rencontres des associations, des syndicats. ouais. Bref, tu es sur le terrain sur ces mois prochains. Oui. Et bien Et au sûr, Parlement, ben, le merci. budget qui va reprendre dans pas très longtemps. Voilà. Beaucoup de travail en perspective. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Sylvie d'avoir pris un peu de temps ce soir. Ça nous a demandé, avec le budget, de jongler avec vos disponibilités Oui, respectives. oui. Est passé en début de semaine Gabriel Amar. Vous pouvez le revoir sur D'accord. YouTube. Sur l'eau. Aurélien Taché, Sur l'eau, j'ai juste regardé. hier, aujourd'hui. Ah, il est excellent. Aujourd'hui avec Sylvie. Ah, c'était Et aujourd'hui? arrivera avec toi, avec toi. Ah, avec moi. Oui, oui, mais Gabriel Amar, c'était hier, c'est ça? C'était avant-hier. Ou avant-hier, oui, parce Avant-hier. que je l'ai regardé. Oui. Voilà, donc du coup, on va continuer les rencontres avec de nouvelles personnes et je peux spoiler effectivement qu'il y aura que Mathilde Feld et Oui. bientôt du Maxime Lenné. Donc, de D'accord, nouvelles personnes qui ne sont pas Mathilde encore venues Feld, sur la qui fait partie aussi des députés de la ruralité, parce qu'elle a une centaine de communes, je crois, sur sa circo. Moi, j'ai le record, je crois que j'en ai 289. pas Donc, mal. des toutes petites communes que que je vais essayer de parcourir, mais c'est quand même toujours très compliqué. Donc, voilà, mais j'ai à cœur quand même de rencontrer notamment les élus. Eh ben, il y a le prochain congrès des maires où je vais accueillir à l'Assemblée générale, Ouais. à l'Assemblée nationale les députés d'un canton, le canton, donc les Coteaux. Donc, je vais accueillir à l'Assemblée nationale les maires et je vais aller au salon des maires la semaine prochaine. Voilà. Donc, Très, très riche actualité. Donc, agenda. tenez-vous informés, abonnez-vous. Vous pouvez suivre l'actualité de Ouais, Sylvie sur ses réseaux sociaux, c'est vrai, Instagram, Facebook. tout à fait. C'est très enrichissant. Merci beaucoup Sylvie, je ne te retiens pas plus longtemps. La soirée continue. Nous nous retrouvons et les filles monde ce dimanche pour un nouveau React, comme d'habitude, à 15 heures. Ben, bonsoir à tous et toutes. Et puis, voilà, on lâche rien, hein. On reste combatif. Voilà, il y Au a un revoir. petit freeze. Merci, Au revoir. merci, je n'ai pas tout entendu, Oui, mais oui, en je tout dis, cas, merci pour on tout. reste Bonne combatif. soirée à toi et à très Au bientôt. On revoir. se tient au courant, Sylvie. Tu as le mot de la fin. D'accord. Ben, au revoir à toutes et tous. Et comme j'ai dit, on lâche rien. Hop là. Salut à toi. Merci, à bientôt, Sylvie. C'est un plaisir.